Arden Cole, à 41 ans, était autrefois la pilote de chasse la plus exceptionnelle de l'armée de l'air des États-Unis. Son nom de code était Faucon Rouge, Red Falcon, et elle avait acquis un statut légendaire après la campagne syrienne de 2010. Elle était reconnue pour ses frappes d'une précision chirurgicale qui sauvèrent d'innombrables troupes au sol et pour son courage inébranlable sous un feu ennemi intense. Son escadron lui faisait une confiance absolue. Les commandants respectaient son génie tactique et les jeunes pilotes étudiaient méticuleusement ses manœuvres. Elle avait effectué plus de 200 missions de combat sans un seul incident de tir ami. Son dossier était immaculé, ses instincts infaillibles. L'Air Force avait de grands projets pour elle, la propulsant rapidement vers le commandement d'escadron et, à terme, vers les étoiles de général. Mais tout bascula lors d'une mission classifiée dans le nord de la Syrie en 2012. Le commandement ordonna une frappe aérienne immédiate sur ce que les services de renseignement prétendaient être un bastion terroriste de haute valeur. Arden était le pilote de tête, verrouillé sur les coordonnées de la cible, avec une pleine charge utile de munitions à guidage de précision. Cependant, alors qu'elle approchait de la zone, un sentiment profondément troublant l'envahit. À travers son système de ciblage, elle aperçut des mouvements qui ne correspondaient pas au schéma terroriste. Des enfants jouant dans une cour voisine, des femmes étendant du linge. L'information était catastrophiquement erronée. Elle activa immédiatement sa radio. Négatif, commandement. Civil dans la zone. Multiples non-combattants visibles. Demande vérification immédiate de la cible et annulation de mission. La réponse du commandement fut rapide et intransigeante. La frappe devait être exécutée immédiatement, sans délai ni remise en question des renseignements. Arden prit alors une décision qui mit fin à sa carrière militaire. Elle tira brusquement sur le manche, s'éloignant de la cible, son armement toujours chargé. Mission annulée, civil confirmé dans la zone cible. La radio explosa d'ordre furieux de faire demi-tour et de terminer la frappe, mais Arden faisait déjà route vers la base. L'enquête ultérieure lui donna raison. Le bâtiment abritait des familles de réfugiés, pas des terroristes. Son refus de tirer sauva 63 vies innocentes, dont 27 enfants. Mais le préjudice causé à sa carrière était irréversible. Elle avait désobéi à un ordre direct en zone de combat. Pas de cour martiale, pas de procès public. Juste un licenciement discret et son nom méticuleusement effacé des registres officiels. Le nom de code Faucon Rouge fut retiré définitivement. Arden ne se battit pas contre la décision. Elle s'éloigna simplement de tout ce qu'elle avait connu et aimé. Elle s'installa dans une ville isolée du Montana, devenant instructrice de vol civil. Les locaux la connaissaient simplement sous le nom de Miss Arden, la professeure de pilotage. Son passé militaire resta complètement enfoui, un secret qu'elle portait seule au fil de ses tranquilles années d'exil. Un matin d'octobre vif et clair, Arden reçut un texte cryptique d'un numéro inconnu. Une frappe aérienne mal dirigée est sur le point de se produire. 70 civils dans la zone cible. Si tu sais encore voler, fais quelque chose. Le message comprenait des coordonnées et un horodatage. Seulement 90 minutes. Au même moment, la station radar de la base aérienne de Malmstrom détecta un signal anormal approchant de leur zone d'entraînement aux armes. L'aéronef volait selon un schéma logique pour un trafic civil, se dirigeant régulièrement vers la station de commandement où les opérateurs de drones effectuaient les derniers préparatifs pour exécuter une frappe de précision de drone sur une cellule terroriste présumée. « Chef, nous avons un problème », lança le sergent-chef Rodriguez à son superviseur. « Avion inconnu monomoteur approchant du secteur 4. Pas de transpondeur, pas de plan de vol, pas de contact radio. ATA vers la zone réglementée, 12 minutes. » La sécurité de la base fut mise en état d'alerte maximale en quelques secondes. « Faites décoller immédiatement 3 F-16 », ordonna le colonel Hayes, le commandant de veille. Avion inconnu approchant d'une zone réglementée pendant un exercice de tir actif. Traitez-le comme un hostile potentiel jusqu'à preuve du contraire. Les chasseurs d'alerte décollèrent en moins de 4 minutes, leur post-combustion illuminant le ciel du Montana. Le pilote de tête, le lieutenant Jake Harper, 28 ans et désireux de faire ses preuves, prit la position de pointe. Son ailier flanquait la formation alors qu'il montait rapidement vers l'intrus. L'affichage tête haute de Harper se verrouilla sur la cible. Un petit bimoteur volant de manière régulière et stable à 8000 pieds.
Aucune manœuvre d'évitement, aucune tentative de fuir, presque comme si le pilote voulait être trouvé. Aéronef non identifié, ici l'armée de l'air des États-Unis. Vous entrez dans un espace aérien réglementé pendant des opérations militaires actives. Faites immédiatement demi-tour, sinon vous serez abattu. La voix de Harper portait l'autorité de quelqu'un entraîné à prendre des décisions de vie ou de mort en une fraction de seconde. Le petit avion poursuivit sa course sans changement. Pas de réponse radio, aucune déviation de cap. Le doigt de Harper se déplaça vers la gâchette de son canon. Le protocole standard exigeait qu'il tire des coups de semonce, puis passe à la force létale si le pilote continuait d'ignorer les ordres. Mais quelque chose attira son regard alors qu'il réduisait la distance pour une portée visuelle. À travers son affichage tête haute, il pouvait distinguer des marques effacées sur l'aile tribord du Cessna. La peinture était usée par des années d'intempéries, mais elle était reconnaissable par quiconque connaissait l'histoire de l'aviation. Un insigne de faucon rouge, les ailes déployées en position d'attaque en piqué. Le sang de Harper se glaça. Il avait étudié ce symbole lors de sa dernière année à l'Académie de l'Air Force, à l'époque où les instructeurs chuchotaient encore l'histoire de cette pilote légendaire. L'emblème du faucon rouge avait été officiellement retiré en 2012, en même temps que la pilote qu'il avait mérité par son courage et son talent extraordinaire. « Contrôle, ici Viper 1 », signala Harper, sa voix serrée par l'incrédulité. L'avion cible affiche l'insigne du faucon rouge, nom de code historique. Demande confirmation immédiate de l'identité du pilote et du statut de la mission. Négatif, Viper 1. Un tel nom de code n'existe pas dans la base de données active actuelle. La désignation Faucon Rouge a été retirée il y a plus d'une décennie. Maintenez le protocole d'interception et préparez-vous à engager si la cible ne se conforme pas. Mais Harper hésita, sa formation entrant en conflit avec son instinct. Chaque pilote connaissait les histoires, même s'il n'était pas censé en parler. Le Faucon Rouge avait été la meilleure des meilleures, jusqu'à ce qu'elle choisisse sa conscience au lieu des ordres et disparaisse dans la vie civile. Viper 2 et 3, maintenez la formation, mais retenez votre tir jusqu'à mon commandement, ordonna Harper à ses ailiers. Quelque chose ne colle pas ici. Soudain, le Cessna vira à gauche, non pas pour s'éloigner de la base, mais vers un secteur entièrement différent. Harper réalisa avec une alarme croissante que l'aéronef n'essayait pas d'attaquer l'installation militaire. Il se dirigeait directement vers le centre de commandement des drones, où les aéronefs sans pilote étaient en préparation pour une mission de frappe, dont le début était prévu dans exactement 18 minutes. Contrôle, l'aéronef inconnu ne cible pas les installations de la base, je répète. L'aéronef semble se diriger vers les opérations de drones du secteur 7. Je recommande une prudence immédiate sur toutes les missions sans pilote programmé. Sous eux, le petit avion poursuivait sa trajectoire déterminée. Harper prit une décision qui allait soit mettre fin à sa carrière, soit sauver des vies. Au lieu de forcer l'avion à atterrir, il choisit de le suivre, maintenant un contact visuel, car son instinct lui disait que celui qui pilotait ce vieux Cessna n'était pas un terroriste, mais quelqu'un qui essayait d'empêcher quelque chose de catastrophique. Les doigts d'Arden glissèrent sur son panneau radio avec une mémoire musculaire qui ne s'était pas estompée malgré 12 ans loin des avions militaires. Elle activa une fréquence d'urgence qui n'avait pas été utilisée depuis la guerre froide. Un code d'urgence alpha priorité connu uniquement du personnel de commandement supérieur et des pilotes vétérans ayant servi lors des opérations les plus classifiées. Le signal court-circuita tous les protocoles de communication normaux. C'était le genre de transmission d'urgence qui pouvait arrêter des guerres ou en déclencher, réservé aux menaces à la sécurité nationale ou aux pertes civiles imminentes à grande échelle. Au sol à la base aérienne de Malmstrom, le général Marcus Wexler examinait la mission de frappe de drone du matin lorsque son panneau de communication sécurisé se déclencha avec une alarme qu'il n'avait pas entendue depuis 15 ans. Le signal Alpha Priorité indiquait une menace immédiate pour les populations civiles. Le visage de Wexler pâlit lorsque la reconnaissance le frappa. La dernière fois qu'il avait entendu ce signal, c'était lors d'une opération classifiée en série, lorsqu'une seule pilote avait empêché toute son unité de tomber dans une embuscade. Le nom de code de cette pilote était le Faucon Rouge, et elle lui avait sauvé la vie, ainsi que celle de 43 autres soldats. Toutes les opérations de drone, halte immédiate, commanda Wexler, sa voix coupant le silence du centre de contrôle des drones. Toutes les aéronefs sans pilote au sol jusqu'à nouvel ordre.
Déployer immédiatement des équipes de reconnaissance pour vérifier toutes les zones cibles. La salle de contrôle fut saisie par la confusion. La mission de frappe du matin avait été planifiée pendant des semaines, basée sur ce qui semblait être des renseignements solides sur l'activité terroriste dans un complexe isolé. Mais Wexler savait quelque chose que les jeunes officiers ignoraient. Si quelqu'un utilisait le code d'urgence Alpha Priorité, cela signifiait que des civils étaient sur le point de mourir, à moins d'une action immédiate. Et si cette personne était celle qu'il soupçonnait, alors les renseignements étaient faux de la manière la plus catastrophique possible. « Chef, nous avons la confirmation des équipes au sol », rapporta le major Santos, 28 minutes plus tard. Les coordonnées cibles contiennent environ 70 réfugiés civils, dont 36 enfants. Ils se réfugient dans des bâtiments qui étaient marqués pour destruction. Le complexe semble être un camp de réfugiés et non un bastion terroriste. Wexler ferma les yeux, ressentant le poids de ce qui avait failli se produire. Sans l'intervention d'Arden, l'armée aurait mené une frappe aérienne qui aurait tué des dizaines d'innocents et créé une crise internationale. Annulez immédiatement toutes les missions de frappe dans le secteur 7, ordonna Wexler. Reclassez la zone cible comme zone civile protégée. Je veux une enquête complète sur la façon dont notre analyse du renseignement a si gravement échoué. Pendant ce temps, au-dessus, le lieutenant Harper regardait le petit Cessna commencer à s'éloigner de la zone militaire. Sa radio grésilla avec de nouveaux ordres qui changèrent tout. Viper 1 fournissait une escorte d'honneur à l'avion civil. Ne pas engager, je répète, ne pas engager sous aucune circonstance. Le pilote est confirmé comme étant ami avec l'habilitation de sécurité la plus élevée. Harper se forma aux côtés du Cessna usé, assez près pour voir dans le cockpit. La pilote était une femme aux cheveux grisonnants, ne portant aucun uniforme militaire, juste un blouson de vol en cuir vieilli et des lunettes d'aviateur. Mais sa technique de pilotage était absolument parfaite, le genre de précision qui venait de milliers d'heures passées dans des avions militaires de haute performance. Elle se tourna vers le F-16 de Harper et lui fit un bref salut à travers la fenêtre, un geste de respect mutuel entre pilotes. Harper lui rendit immédiatement, comprenant sans mots qu'il volait aux côtés de quelqu'un de légendaire, quelqu'un qui venait d'empêcher une tragédie aux proportions inimaginables. La formation se dirigea vers la base aérienne de Malmstrom, les F-16 fournissant une escorte d'honneur plutôt qu'une interception hostile. La nouvelle se répandit rapidement dans la tour de contrôle sur ce qui venait de se passer. Une pilote civile avait empêché une erreur militaire catastrophique en utilisant des connaissances et des codes d'accès qui n'auraient pas dû exister. Lorsque le Cessna d'Arden atterrit, les équipes au sol et les pilotes s'étaient rassemblés pour être témoins de quelque chose d'extraordinaire. Personne ne parla alors qu'elle roulait jusqu'à la zone d'aviation civile et coupait ses moteurs. Mais chaque personne présente comprenait qu'elle venait d'assister à un moment d'histoire. Le général Wexler l'attendait lorsqu'Arden sortit de son avion, l'air plus âgé qu'elle ne s'en souvenait, mais avec la même intensité qu'elle se rappelait de leurs jours de service ensemble. « Arden », dit-il simplement. « Marcus », répondit-elle avec un léger signe de tête. « Ça fait trop longtemps. Nous avons commis une grave erreur aujourd'hui. Sans ton avertissement, » il ne termina pas la phrase. Tous deux savaient ce qui se serait passé. Arden déclina toutes les interviews, toutes les médailles, toute reconnaissance officielle. Elle avait appris il y a longtemps que faire ce qui était juste ne nécessitait ni public ni applaudissements. Lorsque l'officier des affaires publiques de la base l'approcha pour une cérémonie, elle secoua simplement la tête et continua de marcher vers son avion. « Je ne suis pas ici pour la reconnaissance », dit-elle au général Wexler, alors qu'il se tenait à côté de son Cessna. « Je suis ici parce que 70 personnes méritent de se réveiller demain matin avec leurs familles intactes. » Wexler hocha la tête, comprenant parfaitement. « Le système a laissé tomber ses civils aujourd'hui, et il t'a laissé tomber il y a 12 ans quand nous t'avons forcé à partir. Mais toi, tu ne les as pas laissés tomber. » Arden passa la main sur l'aile de son vieil avion, sentant le métal qu'il avait porté à travers une autre crise. « Le système n'est pas parfait, Marcus. Il est géré par des gens, et les gens font des erreurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on arrête d'essayer de faire mieux. » « Tes papiers de libération, » dit Wexler, sortant une enveloppe de sa veste. « Je les ai fait examiner par le service juridique. La décision était politiquement motivée, non justifiée sur le plan opérationnel.
Nous pouvons te réintégrer demain, restaurer ton grade et ta pension. Arden regarda l'enveloppe, mais ne fit aucun mouvement pour la prendre. J'apprécie le geste, mais je ne suis plus la même personne qui portait cet uniforme. Et c'est peut-être exactement ce qui a rendu possible ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle remonta dans son cockpit, effectuant les vérifications post-vol avec une précision méthodique. À travers le pare-brise, elle pouvait voir de jeunes pilotes la regarder avec curiosité, se demandant probablement qui elle était et pourquoi leur général la traitait, elle, une instructrice civile, avec une telle révérence. « On te reverra ?» demanda Wexler alors qu'elle se préparait à rouler. « Seulement si vous avez besoin de moi », répondit Arden en démarrant ses moteurs. « Et espérons tous les deux que vous n'en ayez pas besoin. » Un mois plus tard, dans la salle de préparation des pilotes de la base aérienne de Malmstrom, quelqu'un accrocha une petite photographie encadrée au mur parmi les portraits officiels et les souvenirs d'escadron. Elle montrait un insigne de faucon rouge délavé sur un ciel bleu avec un simple texte en dessous. « Faucon rouge, volé non par obéissance aux ordres, mais par conscience. » Les nouveaux pilotes posaient des questions sur la photographie. Et les anciens racontaient l'histoire à voix basse, celle d'une pilote qui avait choisi les civils au détriment de sa carrière, qui était revenue quand on en avait le plus besoin, et qui rappelait à tous que parfois, les missions les plus importantes sont celles que personne n'ordonne de voler. La photographie resta là pendant des années, un témoignage silencieux de l'idée que l'héroïsme ne porte pas toujours un uniforme et que les batailles les plus importantes sont souvent menées par des gens qui se sont déjà éloignés de la guerre. Arden n'avait pas eu besoin de permission pour faire ce qui était juste. Elle n'avait pas eu besoin d'un uniforme pour sauver des vies et elle n'avait pas eu besoin d'un public pour prouver son courage. Dans un monde chaotique, le Faucon Rouge démontra que parfois, une seule personne prenant la bonne décision au bon moment peut empêcher une tragédie d'une ampleur inimaginable. Son histoire nous rappelle que le véritable courage, c'est de se lever quand cela compte le plus, même quand on est seul. C'est utiliser ses compétences et ses connaissances pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. C'est choisir la conscience plutôt que la commodité, l'humanité plutôt que la hiérarchie. Arden Cole prouva que les qualifications les plus importantes pour l'héroïsme ne sont ni le grade ni l'autorité, mais la sagesse, la compassion et la force morale d'agir lorsque l'action est nécessaire. Son héritage ne réside pas dans les registres officiels ou les honneurs militaires, mais dans les vies qu'elle a sauvées et dans le rappel que les gens ordinaires peuvent accomplir des choses extraordinaires lorsqu'ils choisissent de se soucier davantage de faire le bien que d'avoir raison. Parfois, les plus grandes victoires sont les catastrophes qui n'arrivent jamais, évitées par quelqu'un d'assez courageux pour enfreindre les règles lorsque ces mêmes règles briseraient tout le reste.